Je ne suis pas afghane, je suis tout ce qu'il y a de plus française, mais je partage le combat de l'égard depuis de très nombreuses années. Je suis secrétaire générale de l'association depuis 2004 et en fait membre de Negar depuis 1998, c'est-à-dire que l'association a été créée depuis 2 ans quand j'ai rencontré Choukria et Chantal Véron, la trésorière, qui l'ont créée et que vous allez voir à l'écran. Et j'ai rejoint cette association aussitôt pour toutes les raisons qui nous réunissent ici aujourd'hui, parce que le droit des femmes, il est universel et que ce qui est bon pour nous, il est bon aussi là-bas. Et que ce que vivent les femmes en Afghanistan, qui est terrible et terrifiant en ce moment, c'est comme si ça nous touchait nous-mêmes. Et ce que nous faisons, nous, ici, comme progrès, nous les faisons aussi pour elles. Quand j'étais à Kaboul, en juin 2002, lors de la 2e grande conférence organisée par Negar pour les droits des femmes afghanes nous disaient quelque chose qui m'a bouleversée le 15 août 2021. Elles nous disaient: ne nous oubliez pas. Et pourtant, elles allaient au-devant de plus de 20 ans, près de 20 ans de reconstruction de leur pays. Le chemin était un chemin d'espoir. Et elles nous disaient: ne nous oubliez pas. Donc, on ne les oublie pas, bien entendu. Et donc, ce combat que mène Negar depuis toutes ces années, je vais essayer de vous l'expliquer. Alors, j'ai choisi de construire mon intervention de cette façon-là. D'abord, de vous parler un petit peu de l'Afghanistan, ça c'est gentil, de vous parler un petit peu de l'Afghanistan, ne serait-ce que pour savoir à quoi ressemble ce pays, et puis ensuite de parler de l'arrivée des talibans, avant d'évoquer les combats de Negar et la situation des femmes dans cette nouvelle terrible période qu'elles traversent aujourd'hui et qui est chaque jour de pire en pire. Donc, notre voix et notre âme. Notre voix et notre âme, c'est ce que disaient les femmes qui manifestaient dans les rues de Kaboul avec des pancartes et que vous avez pu voir dans les reportages à la télévision. C'est moi. Voilà. On arrive à la carte de l'Afghanistan. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'Afghanistan est un pays extrêmement montagneux, premièrement. Deuxièmement, qu'il est entouré de très grands pays. Et ces pays ne sont pas sans influence sur lui, sans échange et surtout sans danger. Le pire ennemi de l'Afghanistan et des Afghans, c'est le Pakistan, qui est toujours lié aux exactions des talibans et qui ont été les premiers à Kaboul le 15 août 2021 pour mettre en place une talibanisation complète de l'Afghanistan. Et puis il y a l'Iran, qui est le frère ou la sœur, et qui accueille des milliers et des milliers d'Afghans, comme ils le faisaient dans la première période talibanaise. Ils ont recommencé à le faire aujourd'hui. Ensuite, le Turkménistan et l'Ouzbékistan, qui sont des petits pays avec lesquels les échanges sont moins importants. Le Tadjikistan, qui est un pays extrêmement important pour nous, parce que c'est là que se retrouve la résistance. Le Tadjikistan, c'est un pays qui est peuplé de Tadjiks comme le nord de l'Afghanistan. Et donc toute la résistance armée afghane fait des allers-retours entre les deux pays. Là se trouve aussi, par exemple, le vice-président de la République d'Afghanistan qui a été chassé, la véritable République d'Afghanistan. Là aussi se trouvent les représentants des différentes forces politiques. Vous avez ce que vous ne voyez pas bien, le grand voisin qui est la Chine, qui est un voisin terrible et qui a des projets sur le sol de l'Afghanistan, qui est un sol extrêmement riche en minerais. Et puis, enfin, nous revenons au Pakistan. Il faut bien mémoriser cette carte de l'Afghanistan parce que c'est un pays donc extrêmement particulier qui n'avait pas de ligne de chemin de fer jusqu'à il y a peu. Je crois qu'ils ont 75 km de ligne de chemin de fer. Vous avez des chaînes de montagnes partout. La circulation se fait par les routes et par voie de camions et quelquefois les routes sont coupées. En ce moment, au moment où nous parlons, c'est l'hiver. Tout est enneigé et donc les gens n'ont pas de moyens de bouger et de circuler. Donc cette présentation me paraissait importante pour parler de ce pays que tout le monde ne connaît pas. Peut-être encore vous dire que la population de l'Afghanistan est autour de 38 millions. Certains disent 40 millions parce que je pense qu'ils comptent la diaspora. Elle était de 18 millions
dans la précédente période des talibans, entre 1996 et 2001. C'est donc un pays qui, en 20 ans, a énormément cru. C'est un pays très très jeune. L'âge est très jeune. D'une part, on n'y vit pas vieux du tout, et d'autre part, il y a énormément de jeunes. Alors voilà, on est le 15 août 2021, et les talibans viennent d'entrer dans Kaboul. Ils sont dans le palais présidentiel, autour de cette table, et vous les voyez avec leur turban noir. Et Shukriya dit toujours, les talibans qui sont en Afghanistan, c'est les pires, c'est des tordus, c'est des brutes. On les reconnaît à leur turban noir, mais les pires, c'est les talibans en col blanc qui ont l'âme noire et qui sont partout dans nos pays, à nous, dans l'Occident, et qui essayent de faire basculer les pays des forces occidentales pour soutenir le retour des talibans. Donc ces talibans arrivent le 15 août 2021. Comment arrivent-ils? Je vais passer assez vite, mais on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Parce que cette arrivée, elle a été incroyable. 3 jours avant, je crois que le 10 août, nous écrivions avec Shukriya un texte d'appel parce qu'on voyait bien que les choses allaient mal. Et ils avaient simplement conquis 5 départements sur 23. Le 15 août, 2 jours après, ils sont là. Le 16 août, Shukriya se présente à Roissy pour prendre l'avion parce qu'elle repartait en Afghanistan. Et là, on lui dit, c'est pas possible, vous pourrez aller jusqu'en Turquie, mais après, vous ne pourrez pas entrer en Afghanistan, on ne sait pas bien ce qui se passe, mais vous ne pourrez pas y aller. Donc, c'est allé avec une rapidité énorme. Comment les choses se sont-elles passées? Eh bien, d'une part, les Américains, à partir du 29 février 2020, et les accords de Doha, et on est à ce moment-là, à l'époque de Trump, ils signent avec les talibans des accords lamentables. Lors de ces accords, il n'y a pas un Afghan présent autour de la table. Pas un. Il n'est question en aucune manière de ce qui va se passer pour les Afghans après le départ des Américains, puisque c'est ça qui est à l'ordre du jour des accords de Doha. Les Américains s'en vont, ils laissent toutes leurs armes, jusqu'à leurs fameux hélicoptères, qui sont des hélicoptères qu'on peut utiliser la nuit. Ils laissent tout le matériel militaire, des milliards. Ils le laissent aux talibans. Ils ne demandent qu'une chose, c'est que les talibans ne s'en prennent ni à eux, ni à leurs biens, ni aux biens de leurs amis. C'est tout. Pas un mot pour les 40 millions d'Afghans et d'Afghanes. C'est horrible. Quand on y réfléchit, c'est horrible. Biden est élu. Donc, on pense, moi, je pense, qu'il va changer le cours des choses, que tout va être transformé et qu'on va revenir sur cet accord. Pas du tout. Non seulement il ne transforme pas, il fait accélérer les choses. Et donc, on arrive à la décision fin août du départ des troupes américaines. Les talibans sont là encore. Il n'y avait pas que les Américains dans l'affaire. Il y avait aussi le pouvoir afghan. Et le président de la République, Ashraf Ghani, vous savez, celui qui partira quelques jours, le jour même où les talibans arrivent dans Kaboul, il prend l'avion, il s'en va avec, paraît-il, beaucoup d'argent et beaucoup d'or. Et Ashraf Ghani a préparé le terrain. Depuis des mois, nous nous demandions pourquoi tel ministre est viré, pourquoi on change telle organisation de la justice. Pourquoi un tel qui était aux affaires dans tel ministère social n'est plus là? Un turnover incroyable des responsables politiques, si bien qu'arrivent au pouvoir à ce moment-là des gens qui ont zéro expérience, qui ne savent rien faire. En même temps, même chose au niveau de l'armée. Tous les représentants, tous les officiers de premier rang sont évacués. On ne les voit plus. Ils sont remplacés une fois, 2 fois, 3 fois. Et quand les talibans arrivent, qu'ils rentrent en Afghanistan avec beaucoup de Pakistanais avec eux, ben, il n'y a plus personne. Parce que les soldats, ils ne savent même plus à qui obéir. Il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus personne qui leur dise ce qu'il faut faire. Il n'y a plus de lien avec Kaboul. Donc vous voyez une situation qui a été complètement mise au point. Aujourd'hui, les amis de la diaspora afghane nous racontent encore une troisième chose.
qui montre comment, j'aime pas les histoires de complot et de cabale, hein, c'est pas mon truc de raconter des choses comme ça, surtout que je sais qu'il y a des brillants historiens dans la salle, et je ne m'amuserai pas à dire ça, je vous dis simplement ce que j'ai entendu là. Alors les faits précédents, ils sont avérés. Celui-là, c'est ce que disent les ressortissants afghans de la diaspora. Ils se sont rendus compte que quelques semaines avant leur départ et avant le mois d'août, ils avaient été contactés. On leur disait, tu sais, ça va pas très bien, tu devrais t'en aller. Tu devrais t'en aller avec ta famille. Surtout, tu n'en parles à personne. Tu ne le dis pas à ton frère, pas à ton cousin, pas à ton voisin. Et tous comme ça, les uns après les autres, ont été contactés pour prendre place dans les avions et s'en aller. De qui s'agissait-il? Ben, il s'agissait en fait de toute la moelle grise, la matière grise du pays qui est partie de cette façon-là très vite. Non pas parce qu'ils étaient menacés, mais parce qu'il y avait eu un plan d'évacuation, entre guillemets, de toutes ces populations-là. Qui était derrière? Ça, je ne peux pas vous le dire, j'entends des choses, mais tant que les historiens, justement, n'auront pas fait leur travail, c'est difficile à dire. Ce qui est frappant, c'est ce que je vous dis, ces gens se rencontrent, ils se parlent, ils se disent comment es-tu parti, et tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils sont partis de la même façon, de la même manière, sollicités par des personnes, et que ont été étêtés toutes les forces vives de la nation. Vous avez donc aujourd'hui un pays qui a été remis sur un plateau d'argent, selon l'expression de Choukria, par les Américains, et dans ce plateau d'argent, il n'y a plus tous les gens qui pourraient jouer un rôle efficace et remarquable pour aller de l'avant et sauver le pays. Nous sommes en face d'un problème politique qui est excessivement grave. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est encore dans cette situation géopolitique où tout le monde se bouscule. Ah, les pauvres Afghans, ça c'est vrai, ça s'oublie vite, hein, les Afghans, au bout de 6 mois, on passe à autre chose. Mais ce pays est très attractif. Il y a les richesses du sous-sol. C'est un lieu, c'est un point dans lequel vont être concentrées des forces qui sont des forces terroristes, organisées, pas très nombreuses en fait. Ça pèse pas beaucoup. S'ils sont 10 000, 20 000, y compris avec les Pakistanais ajoutés, c'est tout. Avec les Pakistanais, en ce moment, ça va pas très bien parce que le Pakistan est pas très content, parce qu'il a des talibans aussi, et que les talibans pakistanais veulent mettre le gouvernement pakistanais dehors et refaire le coup que les Pakistans afghans avaient fait. Donc vous avez une sorte d'intérêt pour ce pays-là qui se développe. Et puis, il y a l'économie. Alors comment on fait des échanges avec ce pays? Et on n'oublie pas non plus la production de pavots, dont on dit que c'est une production qui couvre les 89%, je crois, de la demande mondiale. Et l'économie aujourd'hui est réduite à cuillère, elle a été détruite, et vous savez, il y a quand même une chose qui est très simple. Hein. Quand vous interdisez de travail la moitié de la population que sont les femmes, ben, on ne travaille plus. Moi, j'ai vu des gens qui voulaient avoir des visas pour partir. Je vous donne une petite anecdote. Eh bien, ils avaient un bébé. Impossible d'avoir des papiers d'état civil pour ce bébé, il n'y a plus personne. Les femmes ne sont plus là, plus personne pour faire ces papiers d'identité. Comment font-ils? Donc vous avez des situations qui sont liées économiquement et pour la vie sociale, terribles, et c'est la population qui le subit et le prend de plein fouet. Donc, je voulais vous expliquer ça au départ pour que vous compreniez l'enjeu qu'a pu être l'Afghanistan, tout à fait injustement. Je voulais vous parler aussi de Choukria Haïdar, qui est donc la présidente et fondatrice de Negar Soutien aux femmes d'Afghanistan. La voilà là à l'écran. On est ensemble à La Rochelle ce jour-là. Et elle a lancé un appel le 10 août pour dire à toutes les féministes et à toutes les forces vives que vous êtes de la société. Ça va très mal se passer pour les Afghans. Et de la même façon que vous nous avez aidés en 96
lorsque c'était la première période des années de blanc, aidez-nous s'il vous plaît, ne laissez pas tomber les Afghans et surtout refusez que vos gouvernements reconnaissent les talibans. Et nous sommes repartis sur cette ligne-là. Alors, nous, tout de suite, quand les talibans sont arrivés, on a su ce qui allait se passer, et ce qui allait se passer, c'était ça, bien entendu. Se souvenir des femmes couvertes de leur tchadri. À Kaboul, on ne dit pas le burqa, on dit un tchadri. Ce n'est pas tout à fait la même chose, encore que maintenant, elles aient adopté, de force d'ailleurs, non plus le tchadri, qui est d'ailleurs une horreur, parce que vous avez ce grillage devant les yeux qui vous empêche de voir, mais l'espèce de voile complet noir avec juste la ligne des yeux. Donc l'historique de l'association, de 96 à 2001, je mets sur le côté, je ne sais plus ce que j'ai mis dedans. Elle a été créée donc en 1996 par Choukria Haïdar et Chantal Véron, qui étaient deux amis qui s'étaient rencontrés, je crois, j'en suis certaine même, dans un camp de personnes déplacées entre le Pakistan et l'Afghanistan. Et donc lorsqu'elles ont vu que les talibans entraient dans Kaboul, elles se sont dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire les choses, il faut qu'on bouge, on crée une association. Et elles demandent à avoir la parole, et la première association qui leur donne la parole, c'est l'association Femmes Solidaires. Et l'association Femmes Solidaires fait à ce moment-là un très grand congrès international. Elles disent à Choukria, tu as 1 minute de parole. Choukria prend la parole, et elle a une très grande puissance de communication que je n'ai pas, je me regrette, et elle retourne la salle. Dans la salle, il y avait Yvette Roudy, à laquelle nous devons d'ailleurs la journée du 8 mars. Hein. Et Yvette lui dit, en France, Yvette lui dit, oui, le premier gouvernement François Mitterrand, c'est là, pour les jeunes là, c'était la ministre des droits des femmes de François Mitterrand. Donc Yvette lui dit, ce que vous venez de dire, il faut que l'Assemblée nationale l'entende. Et aussitôt, elle l'invite à l'Assemblée nationale. Et à partir de là, de son intervention à l'Assemblée nationale, elle rencontre tous les ministres, et Lionel Jospin qui était à ce moment-là Premier ministre, et elle arrive à convaincre de ce message invraisemblable, il ne faut pas reconnaître les talibans. Au moment même où les pays européens et la France également étaient prêts à dire, ben, dans le fond, pourquoi pas, si les Afghans aiment tellement les moulins, pourquoi pas reconnaître avec eux le régime taliban. Donc cette association, elle va lutter contre l'oppression des talibans, et puis elle va travailler par la création et le soutien de 27 classes clandestines qui seront à la fois à Kaboul et dans le Panjshir. Et c'est Chantal qui se trimballe avec l'argent cousu dans les plis de sa jupe et avec un chadri de couverture, qui trimballe l'argent jusque de France jusqu'au Pakistan, puis qui le fait passer du Pakistan en Afghanistan à quelqu'un avec qui on travaillait, un Afghan avec lequel on travaillait, et qui l'apporte pour alimenter les classes clandestines. Et moi je les ai vues après en 2002, ces classes clandestines. Les petites filles qui avaient commencé à lire et à écrire et qui avaient 6 ans, 7 ans quand elles se cachaient pour rejoindre leur institutrice, c'était magnifique de les voir autour de leur institutrice. Il y avait, je ne sais pas moi, une adoration de... C'était magnifique. Et elles étaient grandes, elles avaient grandi pendant la période de guerre. Et en 2000, alors même que les talibans ne sont pas partis, Choukria Enega crée la première conférence des droits des femmes afghanes à Douchanbé, et cette conférence va publier un texte qui s'appelle la Charte des droits fondamentaux de la femme afghane, qui a été élaborée par les femmes afghanes elles-mêmes, puisqu'à la conférence de Douchanbé, il y a une centaine de femmes afghanes qui ont traversé la frontière, et il y a une trentaine d'observatrices européennes, dont pas mal de françaises. Ensemble, elles écrivent cette charte des droits fondamentaux qui est soutenue par un appel, un texte de soutien, et ce texte de soutien sera signé par 2,5 millions de signatures dans le monde. Je sais qu'une fois où Choukria avait été invitée à témoigner à l'ONU, elle voulait absolument montrer les signatures, et elle était arrivée avec des sacs qu'elle traînait dans des valises comme ça, parce qu'elle pensait que c'était très 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 important que tout le monde voit les signatures. C'est ça que nous continuons à essayer de faire. C'est ces petites filles qui vont à l'école,
ces petites filles qui écoutent leur maîtresse et qui sont réunies là ensemble et qui s'échappent à l'univers dans lequel leur pays a basculé. Et entre l'image des femmes voilées et l'image de ces petites filles, il y a toute la dimension de l'espoir, et c'est cet espoir qu'on veut envoyer à nos amis afghans. Donc en octobre 2001, capitulation des talibans, et vous vous rappelez peut-être ce qui s'est passé, les résistants afghans, les troupes afghanes et l'Alliance du Nord en particulier avec Massoud, très largement soutenus par les Américains, les forces internationales, chassent les talibans de Kaboul, reprennent Kaboul et donc commence une seconde période, une période de paix qui très vite va devenir une paix armée parce que les talibans sont toujours en Afghanistan, ils ne vont pas quitter l'Afghanistan et à partir de 2005, ils vont fomenter jour après jour des attentats sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est une très grande inquiétude ces attentats pour tout le monde et ce qui est absolument exceptionnel dans ce peuple, et moi encore aujourd'hui ça me stupéfie, c'est de voir comment ces gens continuent à vivre, à travailler, à se former, à aller à l'université, à créer, à faire de la musique, etc. Comme si ces attentats n'existaient pas. Pourtant, c'était absolument effroyable. À cette date, l'EGAR organise en juin 2002, c'est une période très importante parce que se réunit à ce moment-là à Kaboul ce qu'on appelle la Loya Jirga, qui est la grande assemblée de tous les représentants de la population afghane partout en Afghanistan. Et Shukriya organise cette conférence des droits fondamentaux des femmes afghanes à Kaboul. Il y a plus de 500 femmes afghanes qui sont présentes. Vous allez voir des photos tout à l'heure parce que c'est important de montrer ces photos aujourd'hui. Et une trentaine d'observatrices étrangères, il y en a qui viennent des États-Unis, d'Espagne, de Suisse, de France, beaucoup. Il y en a qui viennent d'Australie aussi. Et c'est un moment absolument fascinant. Moi, c'est la première fois que je vais en Afghanistan. J'arrive là, je suis d'abord complètement stupéfaite par la pauvreté, la misère des gens, leur maigreur incroyable, les enfants dans un état de misère physique, de malnutrition, des enfants qui ont beaucoup souffert, les mères maigres. C'est vraiment un moment unique. Et notre objectif, c'est vraiment d'aller vers ce qui sera la Constitution de 2004, c'est-à-dire d'inscrire un article qui dira l'égalité, qui imposera l'égalité entre les femmes et les hommes, et cet article y est effectivement, c'est le chapitre 2, et c'est qui dit de mémoire, les Afghans et les Afghanes sont égaux devant la Constitution en droit et en devoir. Et cet article, il va se construire comme ça, par des mobilisations de femmes successives. Ça, c'est Kaboul en 2002. Ça, c'est les ruines de Kaboul en 2002. La ville est absolument détruite et dévastée, pas seulement par les talibans, hein, mais vous savez, quand les talibans tombent en 2001, il y a 23 ans de guerre derrière. Donc les gens qui sont dans ce pays, ils ont subi 23 ans de guerre. Voilà, ça c'est la conférence des droits des femmes. Donc on est dans cette salle du cinéma Parc à Charinao à Kaboul, dans un quartier qui est un quartier assez central. Là, c'est Chantal Véron que je voulais vous montrer, qui est en train d'animer un atelier. Alors elle parle parfaitement le dari, donc elle est interprète, elle est sur tous les ateliers, donc elle traduit là, dans cet atelier. Et on avait demandé aux femmes quelle était la première chose qu'elle demandait. Et la première chose qu'elle demandait, c'était l'hygiène. L'hygiène. La propreté et l'hygiène. Voilà, ça c'est encore un autre atelier auquel nous participons aussi grâce aux traductions. Et ces femmes que vous voyez là, des femmes qui ont traversé 23 ans de guerre, quelquefois en Afghanistan, d'autres fois elles se sont réfugiées au Pakistan, d'autres fois elles étaient en Iran. C'est des femmes qui ont eu, avant la guerre, des fonctions formidables. Elles ont été médecins, il y en avait même une qui était chef du district de Kaboul, elles étaient dans la police, elles étaient dans l'armée, elles avaient fait
tous les métiers de responsabilité. C'est des femmes qui savaient ce que c'était que travailler et d'être responsable. Donc ces actions de l'égard de 2002 à 2021, pendant ces 20 ans de reconstruction de l'Afghanistan, c'est d'abord l'éducation, avec la construction et la réhabilitation d'écoles, la construction d'un Kodakistan qu'on va voir tout à l'heure, la formation des maîtres. Et je dois dire que tout ça, ça s'est fait parce que beaucoup de gens ont aidé Negar. Il y avait les syndicats, il y avait Solidarité laïque, il y avait la Ligue des droits de l'homme, il y avait les associations féministes, il y avait les enseignants, syndiqués ou non syndiqués, des lycées entiers qui envoyaient de l'argent, et il y avait des collectivités territoriales françaises qui nous ont beaucoup aidés, les conseils généraux qui nous faisaient venir pour parler des projets qu'on avait et qui, voilà. Donc, juin 2002 et droits des femmes, alors là, sur le second volet, c'est droits des femmes, formation des femmes par des conférences dans tous les départements d'Afghanistan. Juin 2002, décembre 2003, ont lieu les deuxième et troisième conférences des droits des femmes en Afghanistan. Ça, c'est la réalisation du Kodakistan dont je voulais vous montrer des photos pour que vous ayez une idée de ce qu'on était capable de faire. Ça, c'est ça, c'est Tommy Ungerer qui nous avait fait cadeau de cette sérigraphie qui a été tirée en un très grand nombre d'exemplaires. On en a encore quelques-unes. Et c'était pour le Kodakistan. Ah oui, bonne question. Et les Kodak, c'est les enfants, et Istan, c'est le pays. Donc c'est le pays des enfants. C'est une crèche avec jardin d'enfants. Voilà Choukria qui est le chef de travaux. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Toutes nos écoles ont été dévastées. Plus de livres, les WC détruits. Je ne sais pas pourquoi ils s'entraînent toujours au WC, c'est déjà comme ça dans la première occupation. Et ils se sont installés, les talibans, dans les constructions que nous avions faites pour eux-mêmes faire la formation de leurs soldats. Alors là, on est après le 15 août 2021, ça c'est septembre 2021. Cette photo me touche beaucoup parce que ce sont des jeunes filles qui sont devant le lycée Rabia Balkhi à Kaboul et qui, sur les réseaux sociaux, on leur interdit d'aller au lycée. Le lycée est fermé, elles veulent y aller quand même. Donc elles se sont donné rendez-vous devant le lycée et elles font front. Et elles sont en train de faire front aux talibans. Là, il y a tout un petit film qui a été pris par derrière par l'une d'entre elles, et on voit les talibans qui passent et repassent en moto. Alors celui-là, il est en train de leur dire « Votre manifestation n'est pas autorisée ». Alors évidemment, elles s'en doutaient un peu. Voilà ce qu'elles nous disent. Voilà ce qu'elles écrivent. Parce que nous sommes en contact avec elles tout le temps, par les réseaux sociaux, par WhatsApp. Il n'y a pas de jour où on n'ait pas de nouvelles. Ne brisez pas nos stylos, ne brûlez pas nos livres, ne fermez pas nos écoles. L'école est l'identité humaine, notre voix et notre arme. 7 mai 2022, je voudrais quand même parler de ce qui se passe là. C'est le retour du Tchadri, et le Tchadri est à nouveau imposé. Et la dernière obligation qui est faite, elle date d'il y a 2 jours, interdiction de la contraception. Les gens qui vendront de la contraception seront punis et mis en prison. Voilà toutes les interdictions. Interdiction d'aller au collège et au lycée, interdiction de l'enseignement des matières scientifiques aux filles, aux garçons aussi d'ailleurs. Interdiction de travailler, interdiction de voyager seule, obligation de porter une burqa ou un tchadri, obligation pour les femmes journalistes de porter la burqa et le masque, interdiction de la vaccination contre la Covid. Ça, c'est les femmes qui manifestent dans la rue, qui hurlent, et vous le savez, certaines d'entre elles ont été emprisonnées. À un moment donné, il y avait une 60aine de filles qui étaient en prison à Kandahar, et c'est horrible ce qui a été fait, ce qui leur a été fait, et voilà. Et donc, voilà le message de Negar. Dire oui à la reconnaissance des talibans, ça veut dire non aux droits des femmes, à la démocratie, à la liberté et aux droits humains. Non à la reconnaissance des talibans. Et ça, c'est notre message fondamental.
Il ne peut pas y avoir de droits des femmes dans un pays qui est piloté par des terroristes islamistes de ce type, qui en ce moment sont passés à une autre étape, puisque ils massacrent. Choukria disait dans une intervention qu'elle a faite il y a quelques jours, elle disait qu'ils s'en prennent au corps des gens, même une femme morte. Ils les coupent en deux, les corps, ils dissèquent les articulations. C'est horrible ce qu'ils sont capables de faire. C'est des barbares du dernier degré. Voilà, ça c'est les renseignements concernant notre site et notre compte. Donc j'ajoute que, pour aller un peu vite, qu'est-ce qu'on fait alors aujourd'hui? Bien aujourd'hui, on fait deux choses. On fait ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire on vient de parler de l'Afghanistan et dire pourquoi il ne faut pas reconnaître les talibans et pourquoi il faut sortir la sœur de notre association. Et l'argent que nous récupérons, eh bien, il va au soutien de classes clandestines qui sont effectivement à Kaboul. Certaines sont dans le Panchir aussi, mais il s'est passé un truc effroyable dans l'année qui vient de se passer. C'est que les talibans s'en sont pris à deux ethnies, les Panchiris, les Tadjiks qui sont dans le nord de l'Afghanistan, et les Hazaras qui sont à côté de l'Iran. Et ils ont procédé, vraiment ils s'en sont pris à eux, surtout les Hazaras ont vraiment beaucoup payé. Et ils se livrent à un déplacement de population. Dans le Panchir, ils vident les villages, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils chassent les paysans qui s'en vont sans rien pouvoir emporter et qui sont ensuite en camp de personnes déplacées et qu'on voit d'ailleurs à la télévision en camp. Ils n'ont plus rien. C'est dans ces camps-là que vous avez vu les images des parents qui vendaient leurs petites filles. Et donc on assiste là à quelque chose qui est génocidaire, mais aussi qui est de l'ordre du déplacement de population. Comment nos pays ne réagissent-ils pas? Comment peuvent-ils ne rien dire quand on a affaire à des choses de ce type et qu'on le sait, qu'on a des témoignages, des images? Alors là, je voudrais saluer le courage des journalistes qui nous accompagnent et avec lesquels on est tout le temps en lien, et en particulier l'une d'entre elles qui s'appelle Sylvie Cozzolino, et ne marquez pas son nom parce elle fait tout le temps des allers-retours entre la France et l'Afghanistan, et la dernière fois où elle est allée, elle a eu vraiment mal à partir avec les talibans. Elle sait que chaque fois qu'on parle d'elle, c'est noté et c'est diffusé, et que c'est un risque supplémentaire pour elle. Et puis, le jeune journaliste afghan Beboudi, je ne me rappelle plus son prénom, Mortaza Beboudi, qui a été arrêté, qui est un jeune homme formidable, qui fait son métier avec tellement de courage, qui était à Kaboul, il a été arrêté, il est en prison, on a zéro nouvelle. Donc pour ces gens-là, je crois qu'il faut qu'on ait aussi une pensée de solidarité, parce que ce sont ces gens-là qui nous aident en nous faisant connaître des choses que nous ne savons pas. Je vous remercie. Merci.